Salut Bissama, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je termine le défi de la partie parfaite de Papa DM avec la question numéro 7, toujours en aveugle. Et donc c'est parti. Finalement, il se passe quoi? Quelle est la finale parfaite? Y a-t-il des morts? Y a-t-il un traitre dans ce groupe? Vous mangez quoi? Alors finalement, il se passe quoi? Il se passe plein de choses, parce que il va s'y passer plein de choses, mais le but c'est que euh, j'arrive à raconter l'histoire que j'avais prévue. Ce qui est pas, parfois, ce qui n'est pas faisable. Parce que mes joueurs m'ont fait dérailler, parce que les joueurs avaient une meilleure idée, parce que on a pris plus de temps que prévu. Ça, c'est le gros problème du MJ quand on commence, et même des fois quand on est un peu expérimenté, on va surestimer ce que les joueurs vont faire. Ma moyenne, c'est une scène, 1 heure. C'est difficile de faire plus court des fois. Et c'est sur ce modèle-là que je pars. Parce que comme ça me permet d'être un peu large. Et donc, je vais prévoir, généralement pour une partie de 3 heures, 3 scènes. J'ai une 4e scène prête dans mon scénar, une scène optionnelle, on va dire, que je peux glisser si mes joueurs vont vite. Ou il y a aussi une version raccourcie du scénar. Donc en fait, en gros, je sais qu'est-ce que je peux dégommer ou comment l'intégrer plus vite dans l'histoire pour permettre à mes joueurs d'avancer dans le temps prévu. Donc dans les 3 heures de jeu à peu près que j'avais prévu. Quel est le final parfait? Le final parfait, forcément, sont les héros qui triomphent. Mais je veux vraiment un truc triomphant. Le meilleur... je vais faire une aparté rapide. Le meilleur souvenir que j'ai eu qui m'a marqué moi en tant qu'MJ, c'est une mission difficile sur un jeu qui s'appelle Warsaw, dont je vous avais déjà parlé, mais disons que c'est un jeu qui se passe sur un théâtre de guerre, sur une zone de guerre où la guerre dure depuis plus de 50 ans, dans une réalité alternative où l'Empire allemand, le deuxième, pas le troisième, s'il vous plaît, se bat contre les soviétiques. Et au milieu de ça, il y a une population civile, les Polonais. Warsaw, c'est bien le nom anglais de la ville de Varsovie. Et les joueurs ont fait une mission, ils sont partis et ils sont revenus. Et leur retour était quelque chose qui m'a marqué. Parce que c'était simple, c'était efficace. Et je sais pas pourquoi, ce jour-là, moi, ça m'avait touché. C'est comme ça. Et je sais pas pour mes joueurs parce que c'était à distance, donc je n'ai pas eu d'idée de la réaction parce que j'avais pas de caméra. Mais ouais, ce jour-là, je sais pas, il y a un truc qui m'a eu. Ça m'a parlé et c'est le retour héroïque, enfin même pas héroïque en fait, c'est le retour à l'abri après énormément de stress, énormément de morts et de destruction, et que tout le monde rentre vivant avec l'objectif atteint, les gens sauvés. C'était vraiment génial. Et donc, pour moi, c'est un final de ce niveau-là que j'espère, et que j'essaie d'atteindre, que je fais tout pour que mes joueurs y arrivent. Mais il faut qu'il y ait cette notion de... Il faut l'avoir cherché, il faut l'avoir travaillé pour l'avoir faite, cette victoire. Ça peut pas tomber tout cuit. Si jamais... Alors, on ne prévoit jamais que le dernier combat sera épique, parce que vos joueurs ont le don d'aller galérer sur tous les combats, et au moment où ils arrivent au chef, au boss final, pow! Critique, il est mort. Et là, vous faites quoi? Votre truc hyper épique, le soufflet vient de retomber, et... Donc il faut que l'épique, il faut que le travail, il ait lieu avant. Donc ne faites pas un truc facile avec un combat hyper dur à la fin, parce que si ça marche, et si vous l'avez bien dosé, vos joueurs vont être contents vous aussi, parce qu'ils auront réussi à battre un truc hyper dur. Si vous l'avez mal dosé, il y a eu des morts, ça va se saouler, ça va frustrer des joueurs, surtout si ça laisse l'impression que le combat n'est pas équitable, n'est pas juste, parce que il y a une différence de difficulté tout du long. Vous les avez habitués à un niveau, et puis pop, sans justification, vous montez, ça semble arbitraire et dégueulasse. Donc voilà. Donc, pensez à bien monter progressivement, et même la bonne idée pour moi, c'est que le moment difficile, le vrai moment difficile, ça doit être la fin de l'acte 2.
C'est là où vos joueurs doivent être au plus noir. C'est là où ils doivent vraiment galérer. Et après, il faut qu'ils commencent à remonter la pente. Et le combat final, en fait, c'est non pas le début de la pente montante. Au contraire, vous devez non pas être au point culminant, mais vous devez être à un plateau qui leur indique qu'ils peuvent continuer à grimper après. Mais en gros, vous vous arrêtez là, et c'est là où vos joueurs... Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Est-ce qu'il y a eu des morts? Alors, je suis pas le genre à vouloir des morts. Je suis pas le genre à essayer de les éviter non plus. Le seul truc qui est important pour moi, surtout dans un one-shot, c'est que s'il y a des morts, la mort du personnage est importante pour l'histoire. Il faut qu'elle ait un sens. Comme je vous l'avais dit au tout début, on joue des héros. Les héros ne meurent pas bêtement, écrasés, parce qu'ils n'ont pas regardé avant de traverser la rue. Les héros, quand ils meurent, il faut que ça ait un sens. Il faut que leur sacrifice, leur mort ait un sens, et il faut vraiment le travailler. Et vous avez des joueurs qui seront beaucoup plus reconnaissants si leur personnage, en mourant, permet aux autres de gagner un combat, ou de contourner un problème majeur, que d'avoir un mec qui s'est fait atomiser la tronche pendant un combat et que sa mort n'a aidé à rien, n'a servi à rien, et c'est juste un accident de jet de dés. Vous voyez? Si on en arrive là, MJ, vous tirez le frein à main de la partie, enfin, pas de la partie, pardon, vous tirez le frein à main du combat, et vous laissez le joueur qui meurt contrôler la manière dont il meurt et ce qu'il veut en faire. Si le joueur n'a pas d'idée, c'est là que vous pouvez peut-être ouvrir le reste, le contrôle au reste de la table. Et si tout le monde sèche, peut-être là que vous pouvez essayer un peu de les influencer, de les orienter pour guider le truc. Mais il faut vraiment que quand il y a un mort, je veux pas de mort inutile. Parce que ça, c'est frustrant. Ça me frustre moi en tant que joueur, ça me frustre moi en tant qu'MJ, parce que ça sert à rien dans l'histoire. Et l'histoire dans le jeu de rôle est malgré tout importante. Le système a son importance, mais l'histoire, on est là pour l'histoire après tout. Mais l'histoire... C'est l'histoire qui fait avancer le jeu de rôle, c'est les joueurs qui font avancer l'histoire. Et donc, quand un joueur meurt, après tout, il sacrifie son perso pour faire avancer l'histoire. Donnez-lui le contrôle, laissez-lui le contrôle. Voilà. Y a-t-il eu un traître dans le groupe? C'est une bonne question. Généralement, non. Mais, s'il doit y en avoir un, je préviendrai d'entrée de jeu dans la session 0 mes joueurs qu'il y a un traître à la table et qu'on va discuter des choses en un tête-à-tête pour organiser ça. Mais je veux pas qu'il y ait une mauvaise surprise, ou surtout qu'il y ait un joueur qui décide de trahir toute la table et de partir dans son coin au milieu de l'histoire, parce que généralement, quand ça a lieu, vous avez en face de vous un joueur qui veut prendre le contrôle, en fait. Il veut être MJ, il veut être le seul joueur. Donc, généralement, ce joueur-là, vous lui dites non. C'est un des rares cas où, en tant qu'MJ, vous avez le droit de dire non. C'est vous l'envoyez péter. Et d'ailleurs, des fois, ça peut même aller jusqu'à dire « Bon, t'es gentil, tu te casses ». Ça m'est arrivé une fois, j'aurais dû le faire, je ne l'ai pas fait, et j'ai galéré toute la partie à essayer de maîtriser un petit con. Donc j'aurais dû le sortir à ce moment-là. Donc, n'ayez pas peur. Alors oui, ça demande un peu d'autorité, en tant qu'MJ, là, il faut vraiment dire non. Et aussi, je veux pas non plus de combat entre joueurs si c'est un joueur qui impose sa façon de jouer aux autres. S'il y a du combat entre les joueurs et que tout le monde est d'accord, allons-y, ça me gêne pas. Mais je veux pas, parce que ça arrive régulièrement, qu'une attaque faite au personnage soit prise comme une attaque faite aux joueurs. Et c'est généralement ce qui se passe. Surtout quand c'est pas prévu, que c'est pas attendu. Et vous allez vraiment avoir des gros problèmes à gérer l'humain derrière. Parce que ça va être un drame, littéralement. Alors pour certains c'est intéressant, c'est amusant de générer ce genre de drame, mais j'aime pas créer du drame aux dépens d'un des participants de l'histoire. Il faut qu'ils soient impliqués dans cette démarche. Après tout, le jeu de rôle est un jeu coopératif. Vous ne pouvez pas avoir, comme ça, un joueur qui décide, c'est moi qui décide de l'histoire, et vous taisez tous, et vous faites comme je vous dis. Non, ça marche pas. Ça marche juste pas.
Vous faites d'autres jeux, alors, à ce moment-là, pour ça. Il y a des jeux qui sont faits pour. C'est pas les jeux que je veux jouer. Mais, donc, moi ça n'arrivera pas. Sauf si c'était prévu d'entrée de jeu. Mais comme je le vois là, vu qu'on joue des héros, il n'y a pas de traître. La menace, elle est extérieure, elle n'est pas intérieure. Voilà. Vous mangez quoi? Bonne question, et c'est le gros problème de ce genre de partie. C'est la logistique, le gros problème de la logistique et de l'intendance. Parce que qu'est-ce qu'on mange? C'est une question très importante. Parce que vous avez du matériel devant vous. Alors il faut que ce soit quelque chose qui se mange facilement, qui se mange sans être trop salissant, sans être trop gras, pour pas qu'il y ait des résidus sur les mains de vos joueurs. Après, si votre matériel est plastifié, protégé, pourquoi pas. Mais si vous avez des feuilles de papier devant vous, ben rien que des fois la tasse de thé, de café ou remplie de coca, ben, c'est dangereux. Donc voilà. Mais ouais, donc évitez les chips, les salés, les trucs salés qui ont des résidus, parce que vous allez en foutre partout sur la table, les gens ils en ont sur les doigts, donc c'est chiant. L'aliment le plus utile de ce côté-là, c'est pour moi, en tout cas, pour moi c'est la pizza. Surtout si on se la fait livrer, parce que comme ça on a la boîte, elle couvre tout. Faut faire attention à ce que le gras de la pizza, parce qu'il y a certaines pizzas qui sont chargées d'un fromage ou d'éléments très gras, donc le gras peut passer dans le carton et vous pourrir ce qui est en dessous. Donc faites attention à ça. Si vous avez des pizzas grasses, pensez à mettre quelque chose sous le carton pour essayer d'attraper le gras et que ça ne vous tâche pas les fiches perso ou votre matériel, parce que ce serait quand même gênant. Mais voilà, pour moi c'est parce que ça se mange à la main, ça se mange relativement rapidement. On peut prendre son temps, hein, bien sûr, hein, mais une pizza, si elle arrive livrée, elle est déjà moins chaude, donc on peut la dégommer facile en 10 minutes. Bon, il y a du monde autour de la table, ça papote, ça déconne, on va peut-être faire ça en une demi-heure tranquillement. On va pas se presser, mais voilà, pour moi c'est le plus simple, et puis comme ça, si vous avez une pizza qui est bien faite, c'est-à-dire qui dégouline pas de gras et d'une sauce tomate trop liquide, vous pouvez la manger à la main, et le seul truc qui va vous rester dessus, c'est peut-être quelques miettes de pain et un peu de farine. Voilà, le reste, normalement, est tombé dans la boîte. Vous pliez les boîtes, et vous pouvez vous en débarrasser après. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on mange si il y a des petites faims dans la journée? La bonne réponse, c'est... Alors... Par expérience, j'ai eu de bons résultats avec ça, c'est des fois des fruits. Fruits secs ou des choses comme ça, pareil, parce que ça laisse pas de résidus, c'est pas gras, donc c'est bien. Bon, ça marche bien à la période des fruits rouges, ça marche bien avec le raisin, ça va être plus gênant avec des gros fruits. Genre, même des choses un peu comme une pomme et des choses comme ça va être un peu gênant. Mais des petits fruits, des petits trucs qui se mangent comme ça, c'est bien. Pareil, les petits salés... Les petits salés à base de pâte à pain, quoi, des pretzels et tout ça, ça marche très bien. Ça laisse rien sur les doigts, peut-être à part un peu de sel, un peu de poussière, mais pas beaucoup plus. C'est vraiment ça, moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir des aliments qui tâchent pas trop. Donc il n'y aura pas de chips avec ou de Doritos ou des choses comme ça qui sont vachement chargées d'une poudre qui colle partout, qui en plus colore tout, c'est chiant. Donc voilà, on va rester sur des choses simples, peut-être un peu plus saines, des choses qui peuvent se manger comme ça en petits morceaux à l'unité, et sans... Voilà. Un gâteau, ça marche bien aussi, il faut juste avoir un peu de matériel, hein. Donc de quoi distribuer les parts de gâteau. Mais pareil, le gâteau, ça va s'émietter. Bon, c'est moins gras, enfin ça peut être potentiellement gras selon le gâteau qu'on fait, mais ça laissera au moins pas beaucoup de traces. Sauf si c'est gras, comme dit, faire attention. Donc voilà. En gros, le truc à éviter quand on fait du JDR, c'est faut chasser le gras. Faut chasser le gras et il faut des verres qui sont stables, qui bougent pas, qui risquent pas de... Tiens, par exemple, un verre comme ça, c'est pratique, mais il y a des fois des petits soucis de stabilité avec. Et donc, il faut faire attention à ça. Il faut aussi y penser. Voilà. C'est tout ça. La logistique et l'intendance, c'est un des gros problèmes du jeu de rôle. Il faut jamais oublier ça quand vous préparez votre partie de jeu de rôle. Voilà. J'ai pris un peu de temps là-dessus, mais parce que c'est un point important à mes yeux. Hein. Comme vous pouvez vous imaginer, j'aime bien manger. Donc voilà.
Et c'est un moment important de convivialité dans une partie, le fait de s'arrêter et de manger tous ensemble, c'est quand même très sympa. Donc voilà. Et ceci conclut donc ce défi de la partie parfaite. Et merci à PapaDM pour ces questions, c'était très sympa. J'ai vraiment apprécié. J'espère que ça a donné des idées et donné envie de se lancer à certains. Comme dit, n'hésitez pas à se lancer à répondre ou bien même organiser votre partie jeu de rôle ou intégrer des parties jeu de rôle existantes. Il y a des clubs, si vous avez des barrageux près de vous, des associations, n'hésitez pas parce que c'est vraiment là qu'on va vivre. Puis sinon, parlez-en à vos entourages, je suis sûr que vous avez des amis qui jouent au jeu de rôle. N'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et en attendant la prochaine vidéo qui sera sur... je sais pas. Là, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, je vous dis à bientôt, à la prochaine fois. Bis nächste Mal.